Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Voici pour les titres. Élection partielle, le MPS investit officiellement ses candidats pour le Hajar Lamis et le Chari Baguirmi. Plus de précisions dans ce journal. Jeunesse et sport, le ministre échange avec les leaders associatifs sur les priorités du gouvernement. Détail à suivre. Et enfin, entrepreneuriat des jeunes, l'ONAPE publie la liste des incubés retenus pour lancer leur projet. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle, en partenariat avec la représentation de l'Union africaine, a clôturé le jeudi 14 mai 2026 dans un hôtel de la place l'atelier de formation consacré aux opportunités des sciences, de la technologie et de l'innovation. Cette rencontre a réuni plusieurs acteurs du secteur de la recherche et de l'innovation autour des enjeux liés à la digitalisation et à la production des données scientifiques. Yacoub Abdellah Maouloud pour plus de précisions. Cet atelier a permis aux participants de mieux maîtriser les concepts et définitions liés aux activités scientifiques, technologiques et à l'innovation, aussi bien dans les secteurs privés que dans les administrations publiques, notamment dans les domaines des élections, de la paix, de la sécurité et des services publics. Au-delà, les participants ont renforcé leurs capacités en gestion des données de recherche et d'innovation afin de produire des indicateurs conformes aux standards internationaux et de contribuer à la digitalisation des enquêtes AST2. Prenant la parole, la représentante spéciale du président de la Commission de l'Union africaine au Tchad, Marie-Josée Samba Ovono Obono, a souligné l'importance de cette initiative panafricaine visant à renforcer les compétences des acteurs engagés dans la recherche scientifique et l'innovation. La construction d'une Afrique prospère, pacifique et résiliente, l'Afrique que nous voulons, passe nécessairement par l'investissement dans le capital humain, la recherche scientifique, l'innovation et l'éducation de qualité. Ensemble, nous devons continuer à œuvrer afin que notre continent devienne un acteur majeur de la transformation scientifique et technologique. Dans son allocution de clôture, le ministre Dr Sitak Yombatina Beni a exhorté les bénéficiaires à mettre en pratique les connaissances acquises au sein de leurs différentes structures afin de contribuer efficacement à la modernisation des services et au développement du pays. Les connaissances acquises devront désormais être mises au service de nos institutions, de nos universités, de nos centres de recherche et plus largement du développement socio-économique de notre pays, le Tchad. Chers bénéficiaires de la formation, les certificats qui viennent d'être distribués attestent votre dévouement et expertise à mesurer la recherche et l'innovation pour les enquêtes imminentes. Ils ne sont pas des papiers sagites. Ils témoignent aussi le sacrifice continu d'accompagner notre pays dans la production d'indicateurs pour notre politique prochaine, dans le domaine de la STI. Les bénéficiaires ont salué l'organisation de cette formation. Selon eux, ce renforcement des capacités intervient dans un contexte où la digitalisation s'impose désormais comme une nécessité dans tous les secteurs du développement. La cérémonie a pris fin par la remise des attestations de fin de formation aux participants, suivie d'une photo des familles. Dans le cadre de la série de rencontres de prise de contact avec les différentes corporations relevant de son département, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Naïr Abakar, a rencontré ce vendredi 15 mai 2026 les leaders des associations des jeunes, des fédérations artisanales et des organisations nationales. Les échanges ont porté sur les priorités du gouvernement en faveur de la jeunesse tchadienne, ses aspirations ainsi que les différents plaidoyers et attentes exprimées par les participants. Le compte rendu de Brahim Mahamad. Placée sous le thème « Sans filtre, sans détour », cette rencontre s'inscrit dans la volonté du ministère de renforcer le dialogue avec les acteurs de la jeunesse afin de mieux cerner leurs préoccupations et leurs aspirations. Plus de 560 associations et fédérations de jeunes, les responsables du Conseil national de la jeunesse du Tchad, ainsi que des représentants d'organisations venues de plusieurs provinces du pays ont pris part à cet échange jugé crucial. Dans son mot de bienvenue, le président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Abakar Alamine Dangaya, a salué cette initiative portée par les plus hautes autorités visant à écouter les préoccupations et aspirations des jeunes afin de renforcer leur contribution au développement de la société.
Vous avez fait vos preuves dans ces milieux de la société civile juvénile et aussi vous êtes le représentant du gouvernement en matière de mise en œuvre des politiques publiques de jeunesse. C'est donc en cela que vous avez donc bien voulu que ce matin, avec vos frères et sœurs, qu'il y ait cet échange-là, afin donc non seulement de faire un déroulé de votre vision. Dans son intervention, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Nahir Abakar, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à placer la jeunesse au centre des politiques publiques. Selon lui, plusieurs priorités nécessitent une attention particulière pour répondre efficacement aux attentes des jeunes. C'est un engagement personnel, fort, traduit dans le Tchad Connexion 2030, notre PND, qui vise à doubler le PIB, sortir 2,5 millions de Tchadiens de la pauvreté et faire de notre pays un hub régional. Dans cette vision, la jeunesse n'est pas une cible, elle est le moteur. Et cette jeunesse, elle est à Djamena, mais elle est aussi à Béché, à Moundou, à Sar ou encore à Bol. Au cours des échanges, plusieurs questions essentielles ont été abordées, notamment l'emploi des jeunes, la formation, les infrastructures dédiées à la jeunesse, ainsi que l'accompagnement des projets portés par les jeunes entrepreneurs et associations. Des préoccupations soulevées seront examinées avec attention avant d'être soumis aux instances compétentes pour leur mise en œuvre. Le mouvement patriotique du salut MPS a procédé ce vendredi à l'investiture officielle de ses candidats aux élections législatives et sénatoriales partielles. La cérémonie, présidée par le secrétaire général du parti, Aziz Mahamad Saleh, a permis de désigner Bichara Chonko pour les législatives dans le Hajar Lamis et Bichara Abderrahman Moussa pour les sénatoriales dans le Chari Bagirmi. Difira Vanessa Boudi. Le mouvement patriotique du salut a franchi une nouvelle étape dans la préparation des élections législatives et sénatoriales partielles en officialisant l'investiture de ses candidats. Organisée au siège du parti, la cérémonie a été présidée par le secrétaire général du MPS, Aziz Mahamad Saleh, en présence des responsables et militants du parti. À l'issue des travaux, Bichara Chonko a été désigné pour représenter le MPS aux élections législatives dans la province du Hajar Lamis. De son côté, Bichara Abderrahman Moussa défendra les couleurs du parti aux élections sénatoriales dans le Chari Bagirmi. Prenant la parole, le président du comité chargé de la sélection des candidatures, Issa Doubrain, a souligné que le processus s'est déroulé dans la rigueur et la transparence. Selon lui, les choix opérés reposent sur les critères objectifs, tout en tenant compte du principe d'inclusivité. Le travail d'analyse et d'évaluation a été conduit avec rigueur, responsabilité, impartialité, conformément à l'esprit de refondation et de modernisation du parti. Dans son intervention, le secrétaire général du MPS, Aziz Mahamad Saleh, a affirmé que la désignation des candidats a été menée avec impartialité et objectivité. Il a également exhorté les militants à rester mobilisés afin d'assurer la victoire du parti lors de ces échéances électorales partielles. Nous avons travaillé sur la base du classement qui a été fait par le comité. Dans un cas, le premier qu'ils ont choisi a été le choix que nous avons validé. Dans le deuxième des cas, ça a été le deuxième personnage qui a été choisi, qui a été validé, avec des choix qui sont objectifs. Et pour le reste, comme je le disais, seul Dieu juge du fait que nous avons essayé autant que possible d'être objectifs dans le choix. À travers cette investiture, le mouvement patriotique d'Issali entend consolider sa présence politique dans le Hajar Lamis et le Chari Bagirmi. Le parti mise désormais sur la mobilisation de ses militants et sympathisants pour relever le défi de ces élections partielles à venir. L'Office national pour la promotion de l'emploi a rendu public ce vendredi 15 mai 2026 la liste des candidats sélectionnés dans le cadre du projet Jeunes Incubateurs et Accélérateurs d'entreprises Progias.
La cérémonie de proclamation s'est déroulée à l'hôtel Radisson Blu de N'Djamena en présence du ministre de la fonction publique, de son homologue de l'élevage ainsi que des partenaires du projet. Les précisions avec Minganou Dingoul Olga. Sur les 600 candidats ayant participé au processus de sélection, 25 jeunes ont été retenus parmi les meilleurs lauréats du projet Jeunes Incubateurs et Accélérateurs d'entreprises, PROJEAS. Prenant la parole à cette occasion, le directeur général de l'ONAP, Nassouradine Abakar Kessou, a souligné qu'une nation qui abandonne sa jeunesse abandonne son développement. Il a encouragé les candidats non retenus à continuer de croire en leurs projets et à préserver dans l'entrepreneuriat. Aux 25 lauréats, il a lancé un appel au travail rigoureux et à l'innovation afin de contribuer au développement du pays. Notre pays a compris une vérité essentielle. Une nation qui abandonne sa jeunesse abandonne son avenir, mais une nation qui investit dans les talents de sa jeunesse construit sa puissance de demain. Cette vision, portée par le programme présidentiel et structurée dans le plan national de développement Tchad Connexion 2030, nous oblige collectivement à agir autrement. Elle nous oblige à transformer les discours en mécanismes concrets, les ambitions en opportunités réelles et les rêves de nos jeunes en entreprises capables de créer des emplois et de la richesse pour notre pays. Dans son intervention, le ministre de la fonction publique et de la concertation sociale, Abdoulaye Mbodou Mbami, a indiqué que le PROJEAS s'inscrit dans la vision du président de la République visant à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et à favoriser leur insertion socio-économique. Le PROJEAS s'inscrit pleinement dans la vision du développement portée par le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui place la jeunesse, l'emploi et l'entrepreneuriat au cœur de son programme politique et des priorités nationales. Il convient de rappeler que le premier lauréat bénéficie d'un chèque de 3 millions de francs CFA offert par l'ONAP, en plus d'un accompagnement par les incubateurs d'entreprises. Le deuxième prix reçoit 2 millions de francs CFA et le troisième, 1 million de francs CFA. Par ailleurs, un chèque d'1 million de francs CFA a été remis à chacun des 10 premiers lauréats. Les 25 bénéficiaires ont également reçu un ordinateur portable pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet. À la suite de la récente polémique ayant secoué le milieu scolaire, un syndicaliste enseignant retraité, M. Aladoumgar Tedengarti, insiste sur la nécessité de renforcer la réglementation dans les établissements scolaires. Statut de l'élève, discipline, encadrement et surveillance au sein des écoles. Pour lui, le respect strict des règles reste indispensable pour restaurer l'autorité et préserver les valeurs éducatives. Ok, merci beaucoup. Aller à la solution directement, je crois qu'on ne va pas bien voir la chose. Vous savez que toute la vie est réglementée. Toute la vie est réglementée. Donc, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit n'importe où, la société est réglementée. Mais s'il y a une réglementation, c'est qu'il y a une mauvaise application donc, de cette réglementation-là. Dans tous les établissements, publics comme privés, il y a ce qu'on appelle les statuts. Le statut de l'école qu'il faut respecter. Il y a ce qu'on appelle la surveillance. La jeunesse a besoin d'être encadrée et scrupuleusement. Donc il doit y avoir surveillance. La position d'un élève, ou soit il est à l'école, ou soit il est à la maison. Mais s'il est à l'école, où est-ce qu'il doit être? Il doit être en classe. Mais s'il n'est pas en classe, c'est-à-dire qu'il doit être à la maison. Mais s'il est en classe, il a des encadreurs qui sont donc les enseignants. Et les enseignants ont le droit de s'occuper donc de ces enfants-là. Même s'ils sont en récréation, on doit les surveiller.
Pour cet enseignant retraité, le système éducatif tchadien est aujourd'hui confronté à de nombreuses difficultés qui freinent son bon fonctionnement. Manque de suivi, insuffisance structurelle et affaiblissement des valeurs scolaires contribuent, selon lui, à plomber l'école tchadienne et à fragiliser la qualité de l'enseignement. Le système éducatif tchadien, il est plombé. Il est sérieusement plombé. Pour l'améliorer en général, c'est-à-dire il faut parler de ce qu'on appelle une réforme. Ça fait depuis longtemps qu'en principe, il devait y avoir des réformes. Parce que depuis qu'il y a des événements, en 1979, le système était carrément saccagé. Et on est arrivé, on a colmaté, et puis on continue avec ça sans une réforme, disons, assez sérieuse. Et on continue. En 2012, je crois, nous avons eu à faire ce qu'on appelle les États généraux de l'éducation nationale. Nous avons défini les règles de jeu clairement, comment il faut faire pour que l'école tchadienne puisse fonctionner normalement. Bon, on a arrangé tous ces papiers-là, je ne sais pas où. Maintenant, on est arrivé, c'est presque à l'impasse. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se dire, bon, asseyons-nous, essayons de voir qu'est-ce qui ne marche pas avec l'école tchadienne. La commune du 7e arrondissement de N'Djamena a organisé ce vendredi une rencontre d'échange avec les délégués des quartiers. Au menu, sensibilisation et communication sur la question de la vaccination de routine en faveur des enfants de 0 à 15 mois. C'est l'administrateur délégué du 9e arrondissement, représentant son collègue du 7e, qui a présidé la rencontre. On fait le point avec Biaktivo Emmanuel. C'était un appel au sens des responsabilités que les autorités communales du 7e arrondissement de N'Djamena et les acteurs de la santé lancent à l'endroit des délégués des quartiers pour assurer la surveillance épidémiologique. Ils mettent l'accent sur la vaccination de routine qui se heurte à d'énormes problèmes liés au refus des parents, au manque de communication pour mettre hors de danger les enfants de 0 à 15 mois. Le chef de zone du district sanitaire de N'Djamena Sud estime que le Tchad doit se réorganiser afin de donner de la chance aux enfants de survivre. Pour cela, les délégués des quartiers doivent jouer un grand rôle dans la sensibilisation des communautés. Au niveau de la communauté, on doit être vigilant, veiller pour que quand il y a une épidémie, quand il y a une maladie à caractère épidémique, il faudrait que cela soit signalé aussi aux structures sanitaires les plus proches à ce qu'on puisse descendre faire l'investigation. Le respect du calendrier vaccinal passe plus important pour l'UNICEF quand il s'agit de ces êtres fragiles. Selon le consultant Dr Mamoudou Berete, c'est le meilleur moyen de prévenir les épidémiologies car il permet de renforcer l'immunité. Aujourd'hui, on a tous les vaccins contre la rougeole, contre la tuberculose, le paludisme, méningite, le coqueluche, tétanos, diphtérie, le paludisme, les diarrhées. On a tous ces vaccins dans les hôpitaux pour pouvoir renforcer la santé des enfants qui naissent. Parce qu'ils sont fragiles. Et on a beaucoup de maladies autour de nous qui tuent ces enfants. L'administrateur délégué de la commune du 9e arrondissement, Fanezune Paul, représentant son collègue du 7e, a évoqué la proximité qu'ont les délégués des quartiers avec les communautés pour parler de leur rôle dans la politique sanitaire. Il s'attend à la proactivité. Si on vous dit l'enfant doit être vacciné 6 fois ou combien de fois, il faut respecter ces doses-là. Une fois allé sur le terrain, que chacun tienne des rencontres avec les hommes et les femmes de leur quartier et carré pour livrer le message. Des rencontres d'information et de sensibilisation pourraient se former dans les différents quartiers du 7e arrondissement. Les délégués ont rassuré de leur disponibilité de faire de la vaccination de routine pour enfants de 0 à 15 mois une réalité quotidienne. L'ONAPE de Bangor a abrité la cérémonie officielle d'installation de nouveaux bureaux provinciaux du Conseil national de la jeunesse du Tchad, section du Mayo-Kébi-Est, ce 14 mai 2026, sous la présidence du directeur de cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Est. Autorités administratives, leaders associatifs et jeunes venus de différents départements ont pris part à cette rencontre marquée par plusieurs allocutions. Reportage de Todossou Daniel et Abakar Dimi.
Une nouvelle ère souffle pour la jeunesse. Salle pleine, ambiance solennelle et mobilisation remarquable de jeunes venus de 4 coins de Mayokibi-Est. Cette installation de nouveau bureau provincial du Conseil national de la jeunesse du Tchad, section de Mayokibi-Est, a réuni autorités administratives, délégués provinciaux, différents représentants de la société civile autour des mêmes objectifs. Renforcer l'engagement de la jeunesse dans le développement de la province. Le président du comité d'organisation, Nakamso Lossou Gabriel, a salué la mobilisation de participants avant de remercier les autorités administratives pour leur accompagnement. Le mandataire provincial du CNJT section de Mayokibi-Est, Moudena Voussou, a pour sa part rappelé le processus de l'Assemblée élective. Au cours de cette cérémonie, le coordonnateur provincial sortant du CNJT du Mayokibi-Est a brillé par son absence. Le deuxième vice-président du Conseil national de la jeunesse du Tchad, Idriss Moussa, se dit ému par la mobilisation des jeunes et exhorte la coordination à travailler dans l'inclusion et la transparence. L'élection n'est pas une fin en soi. Elle constitue le début d'une nouvelle responsabilité. Les bureaux élus ont désormais le devoir de travailler dans l'inclusion, l'écoute et la transparence afin de porter véritablement les aspirations de la jeunesse tchadienne de façon générale et celle du Mayokibi-Est de façon particulière. Particulièrement aux gagnants, je vous exhorte à travailler pour l'intérêt de la jeunesse du Mayokibi-Est sans distinction. Votre mission consiste à servir de pont entre la jeunesse et le pouvoir public. Dans son mode d'installation, le directeur du cabinet du délégué général du gouvernement auprès de la province de Mayokibi-Est, Welba Djonkamla, a prodigué des conseils à l'ensemble de la jeunesse de Mayokibi-Est. Dans toute élection, il y a des tiraillements. Ça on n'en disconvient pas. Mais toujours est-il que nous parvenions toujours à une solution. Et donc nous demandons à ceux qui n'ont pas été élus de doubler d'efforts et ceux qui ont été élus, c'est d'être au-delà de la mêlée. C'est de ne pas prendre ceux-là comme des adversaires, mais dès la prise de fonction, dès la sortie, c'est de mettre en place une stratégie pour appeler encore tous ceux-là pour qu'ils fassent encore chemin ensemble. Le coordinateur provincial entrant de CNJT du Mayokibi-Est, Adom Tina Moula, et son équipe s'engagent pour le développement de la jeunesse. Après la cérémonie, l'inauguration du siège est marquée par la coupure du ruban. Le lycée Assil Ahmed Akhabash d'Ati a accueilli mercredi 13 mai 2026 un atelier de formation destiné aux membres des organisations de la société civile sur les droits de l'homme et les procédures judiciaires. Organisée en présence du délégué des droits de l'homme, cette rencontre vise à renforcer les connaissances des participants sur les droits fondamentaux, les mécanismes d'accès à la justice et les voies de recours en cas de violation des droits humains. Dans un contexte où la connaissance des droits fondamentaux et des mécanismes judiciaires demeure un enjeu majeur pour les citoyens, un atelier de formation sur les droits de l'homme et les procédures judiciaires a été organisé le mercredi 13 mai 2026 au lycée Assil Ahmed Akhabash d'Ati. Cette rencontre, initiée au profit des membres des organisations de la société civile, a réuni les délégués des droits de l'homme, plusieurs responsables associatifs ainsi qu'un nombre important de participants venus renforcer leurs connaissances sur les questions liées à la justice et à la défense des droits humains. L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de mieux comprendre les principes fondamentaux des droits de l'homme, les institutions judiciaires, les mécanismes d'accès à la justice ainsi que les procédures à suivre en cas de violation de leurs droits. La cérémonie d'ouverture a été marquée par les mots du chef de zone d'Ati de la Ligue tchadienne des droits de l'homme, M. Othman Abakar Zaïd, qui a officiellement lancé les travaux de l'atelier. Dans son allocution, il a salué la présence des membres des organisations de la société civile et des participants avant de rappeler l'importance de cette formation dans le renforcement des capacités citoyennes sur les droits humains et les procédures judiciaires. Le chef de zone d'Ati a également exhorté les participants à suivre attentivement les différentes présentations prévues au cours de l'atelier afin de mieux s'approprier les mécanismes de protection des droits
droits et les démarches d'accès à la justice. Prenant la parole, le président de l'ADIBAB, M. Amadou Yaya, a entretenu les participants sur la question des droits de l'homme et de la justice. Il a expliqué comment chaque citoyen peut connaître ses droits fondamentaux et quelles démarches entreprendre lorsqu'il est victime d'un fait ou d'une violation de ses droits. Face aux participants, il a notamment montré où et auprès de quelles structures il est possible de réclamer son droit, tout en expliquant les mécanismes et procédures permettant d'obtenir justice. À travers cette initiative, les organisateurs entendent renforcer la culture juridique et citoyenne au sein des communautés afin de promouvoir une meilleure compréhension des droits humains et de favoriser un accès plus équitable à la justice. En Afrique du Sud, l'ANC réaffirme son soutien au président Cyril Ramaphosa malgré les pressions de l'opposition. En République démocratique du Congo, une nouvelle flambée d'Ebola a déjà fait au moins 65 morts. Et enfin, à Madagascar, l'opposition réclame la destitution du colonel Michael Radriaderina. Le point de l'actualité internationale avec Fanta Assoué. Le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a réaffirmé son soutien au président Cyril Ramaphosa, visé par une procédure de destitution dans le cadre du scandale du Farmgate. Réunis au Cap, les responsables du parti ont défendu le chef de l'État alors que l'opposition réclame sa démission après les révélations portant sur le vol présumé de 4 millions de dollars en liquide dans sa ferme privée. Le secrétaire général de l'ANC, Fikil Mbalula, a indiqué que le président sud-africain attendrait les conclusions judiciaires avant toute décision. Selon lui, Cyril Ramaphosa examinera le rapport parlementaire fondé sur l'article 89 de la Constitution en tenant compte de l'avis de ses conseillers juridiques. En République démocratique du Congo, une nouvelle flambée d'Ebola suscite l'inquiétude des autorités sanitaires. Selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, au moins 65 personnes sont déjà décédées dans le nord-est du pays. Près de 250 cas suspects ont également été recensés dans la province de l'Ituri, notamment dans la ville de Bunia. Des analyses préliminaires ont confirmé la présence du virus dans plusieurs échantillons, tandis que des examens complémentaires sont en cours pour identifier précisément la souche concernée. Les autorités sanitaires craignent désormais une propagation au-delà des frontières de la RDC. Ce risque est accentué par les déplacements de populations liés aux activités minières, mais aussi par l'insécurité persistante dans les zones touchées, compliquant le suivi des cas. À Madagascar, la contestation politique prend une nouvelle tournure. Un député de l'opposition a saisi la Haute Cour constitutionnelle pour demander la destitution du dirigeant militaire de transition, le colonel Michael Randrianirina. Antoine Radierison, figure des manifestations ayant conduit au départ de l'ancien président André Rajoelina l'an dernier, accuse le chef de la transition de violations répétées de la Constitution. Dans sa requête, le député évoque notamment des nominations jugées illégales, des arrestations arbitraires, ainsi que l'échec des autorités à apaiser les tensions politiques et sociales dans le pays. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Tchad 24 International.